Au sommaire aujourd'hui, on va parler de la sauvegarde immuable, mais aussi de la sauvegarde. On va remettre un peu ça dans le contexte. Tout le monde n'est pas forcément au fait des choses. On va parler un peu de cyberattaque, puisque effectivement, la sauvegarde, c'est le dernier rempart, moi j'ai l'habitude de dire, en cas d'une cyberattaque. Mais on va voir que ce n'est pas toujours suffisant. On va parler un peu de l'ANSSI, hein, de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, avec les 10 bonnes pratiques de la sauvegarde, on va les rappeler. Selon l'ANSSI, on va faire un zoom sur la sauvegarde immuable et on va parler aussi des outils à mettre en place. Une fois qu'on aura vu tout, enfin, ces 10 bonnes pratiques, etc., qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'Extrémité peut mettre en place aussi pour vous, puisqu'on travaille avec différents éditeurs pour ça, pour trouver une solution globale aux problématiques de sauvegarde. Euh, Je ne vous l'apprendrai pas, les sauvegardes sont essentielles pour la sécurité et la continuité des données. J'espère, enfin, les clients d'extrémité, en tout cas, ont tous des sauvegardes de leur système d'information qui sont essentielles. Effectivement, j'espère que vous avez une sauvegarde, au moins, peu importe un disque dur, etc. Bon, on va voir que ce n'est pas suffisant, mais au moins, vous avez une sauvegarde. On n'est pas à l'abri d'un désastre, de perte de données, de défaillance matérielle, de panne de virus, d'erreurs humaines ou autres incidents, hein, des incidents beaucoup plus dramatiques, des sinistres, enfin voilà, des incendies. Donc en cas de catastrophe naturelle aussi, c'est ce qui permet de restaurer rapidement et de reprendre une activité, puisque sans informatique, aujourd'hui, les entreprises ne travaillent plus. En cas d'incendie, etc., on a d'autres problèmes, mais si on a déjà nos données, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, effectivement, la dernière chose dans le contexte, c'est les ransomware. L'actualité en est pleine, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, des attaques informatiques qui viennent chiffrer les données contre une rançon, eh bien, ça existe. On est un centre de réponse sur incident, donc on en voit, je dirais pas tous les jours, mais en tout cas, on en traite et on est au courant des différentes actualités. Ça passe aussi sur les grandes chaînes d'information. Donc, vous êtes, je pense, au courant de tout ça. Attention quand même, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a une évolution considérable des cyberattaques ces dernières années. Les pirates informatiques, les hackers, enfin on va mettre ce qu'on veut dans ce terme, mais en tout cas les attaquants ont bien compris que de toute façon, eux, ce qu'ils cherchent, c'est de l'argent. Ils vont chiffrer les données, hein, via des cryptovirus, des ransomware, et puis ils ont bien compris que les entreprises qui ont des sauvegardes, ils ne vont pas payer puisque ils vont pouvoir restaurer leurs données à plus ou moins longue échéance, mais au moins leurs données. Une entreprise sans données va fermer. Voilà, donc effectivement, enfin, une entreprise qui a perdu toutes ses données informatiques va forcément fermer. Euh, il y a la sauvegarde, le dernier rempart, mais si les sauvegardes sont altérées aussi, eh bien, par le ransomware, eh bien, il n'y a plus de solution. La dernière solution, ça va être de payer la rançon qui vous est demandée avec de manière aléatoire. Enfin, on espère pouvoir récupérer nos données quand on paye. C'est vraiment la dernière chose à faire. Enfin, je dirais qu'il ne faut pas le faire, mais il y a des sociétés malheureusement qui sont obligées de le faire, puisque ne pas le faire, parce que pourquoi ça alimente bien évidemment la délinquance là-dessus. Mais c'est le dernier rempart. Donc effectivement, si vous n'avez plus de sauvegarde, si vous n'avez plus rien, il va falloir payer. Vous n'êtes pas sûr de pouvoir récupérer les données, hein. Voilà. Bon. On va parler un peu des réponses sur incident à la fin, parce que j'aime bien en parler. RPO, RTO, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces termes. C'est des termes anglo-saxons. Recovery Point Objective, c'est la quantité de données qui peut être perdue au cours d'une période. D'accord? C'est-à-dire que j'ai un incident. Euh, pour redémarrer mon entreprise, est-ce que je vais avoir besoin des données? Est-ce que les données d'une semaine, enfin de la semaine dernière vont suffire? Ou est-ce qu'il me faut les données du jour dernier? Ou est-ce qu'il me faut les données de la dernière heure? C'est-à-dire que là, c'est la question qu'on va se poser quand on va mettre en place un plan de sauvegarde et un plan de reprise d'activité. Le RTO, quel est mon Recovery Point Objective, pardon. Et le RTO, Recovery Time Objectif, qui est un objectif de temps, c'est-à-dire en combien de temps je vais pouvoir restaurer Enfin, en combien de temps je suis autorisé à redémarrer. Je vous fais un petit schéma, j'ai fait un petit schéma, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai repris sur Internet.
Ce sont voilà, au milieu, j'ai un incident ici, à un instant T, j'ai un incident de sécurité, un incendie, une perte de données, voilà, une attaque informatique qui a chiffré toutes mes données. Le RPO ici, bah, est-ce que ma dernière sauvegarde, si elle date d'une journée, est-ce que c'est suffisant? Et en combien de temps je vais pouvoir reprendre? D'accord? C'est-à-dire que si je dis, bah, dans le cadre de mon activité, j'ai besoin de mon informatique tout de suite, enfin dans une journée, ok, il va falloir que le temps de restauration de mes données, enfin, au pire, ça soit une journée. Si mon RTO est de une seconde, je donne l'exemple, hein, la bourse. D'accord, la bourse, elle ne peut pas s'arrêter. La bourse, si elle s'arrête, bah, c'est des cracks économiques. Enfin, voilà, donc, eux, ils mettent en place d'autres solutions. Il n'y a pas que la sauvegarde, il y a la sauvegarde, bien sûr, mais ils ont d'autres choses. Et on va parler de plan de reprise d'activité, voire de plan de continuité d'activité. Mais là, on sort un peu du domaine de la sauvegarde. Je parle rapidement du guide d'hygiène informatique. J'aime bien parler, hein, l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est un guide qui est paru en 2013. Dans sa première version, il y a eu des mises à jour, etc. Nous, c'est un peu notre Bible. Il y a plusieurs chapitres, il y a 11 chapitres, je crois, de tête, avec 42 mesures. La sauvegarde est un des chapitres du guide d'hygiène informatique et c'est là-dessus qu'on s'appuie. Qu'on s'appuie et je me suis appuyé bien sûr pour la présentation. C'est des guides qui sont gratuits et qui sont accessibles en ligne, qui sont souvent lisibles, souvent complétés par des notes, voilà, des mises à jour, puisque 2013, hein, depuis 2013, bien évidemment, il y a des choses qui se sont passées au niveau technologique et technique. Mais effectivement, il y a des notes, enfin des notes additionnelles qui viennent s'ajouter là-dessus sur des thèmes précis. C'est de ça, bien évidemment, que je me suis inspiré pour monter cette présentation avec les directs de bonne pratique de l'ANSSI qui sont accessibles à tout le monde, mais je me propose de vous les expliquer et puis de voir comment les mettre en place. Nous voilà sur les 10 bonnes pratiques. Les 10 bonnes pratiques, on va les détailler une par une et on verra ensuite comment les mettre en place. La première bonne pratique, c'est de réaliser des sauvegardes régulières, aussi simple que ça puisse paraître. Euh, si je fais des sauvegardes, donc c'est là qu'on vient sur le RTO et le RPO. Si je fais des sauvegardes tous les mois de mes données, ça sera peut-être pas suffisant, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en un mois, bah, il s'est passé beaucoup de choses, d'accord? Donc, souvent, si on perd sa comptabilité pour un mois ou sa gestion commerciale pour un mois, bah, ça peut être très, très dramatique. Et souvent, bien évidemment, on a besoin des derniers documents sur lesquels on a travaillé. D'accord, d'où le RPO. Et effectivement, les sauvegardes régulières, voilà, il va falloir déterminer une fréquence de sauvegarde. Euh, Quotidienne, hebdomadaire, toutes les heures, pourquoi pas, ça arrive, en fonction de l'importance des données. Et on ne va pas forcément sauvegarder toutes les données de tous les jours, peut-être. Peut-être on a des données, ce qu'on appelle des données froides, qui ne bougent presque jamais. Je donne des exemples, hein, souvent des photos, des choses comme ça. Voilà, on en a besoin pour l'archivage, mais c'est de la donnée froide, c'est de la donnée qui change pratiquement jamais. Utiliser la règle du 3-2-1. La règle du 3-2-1, c'est une règle qui est globale, enfin voilà, dont les logiciels de sauvegarde s'inspirent. En fait, il faut conserver au moins 3 copies de la donnée sur 2 types de supports différents, dont une copie hors site. Je m'explique. 3 copies de la donnée. Il y a la copie originale, d'accord, qui est en général sur les disques durs, sur les supports en tout cas. On va les répliquer sur deux types de supports différents, supplémentaires. D'accord? Pourquoi 2 types de supports? Bah, parce que si ma donnée originale est altérée pour quelque raison que ce soit, et puis que un de mes supports est altéré de sauvegarde, bah, il m'en reste un. D'accord? Donc on dit sur 2 supports différents, 2 types de supports différents, bah, sur un disque dur externe par exemple, ou sur un NAS par exemple, ou sur le cloud. D'accord? Mais une copie doit être hors site. Pourquoi une copie doit être hors site? Quand on dit hors site, ça veut dire déconnecté du réseau, ça veut dire sorti de l'entreprise.
vous le comprenez facilement. J'ai mes données qui sont sur mon serveur, sur mes machines, etc. J'ai fait une copie de données sur un NAS et sur un disque dur. Et puis, si je les laisse tous les deux dans l'entreprise et que j'ai un cambriolage et qu'on me vole tout, ou j'ai un incendie, ou une catastrophe naturelle, et bien évidemment, ça va être ça, et je vais pouvoir restaurer mes données. Donc, il faut une copie hors site. Ce qui est important aussi, c'est l'automatisation des sauvegardes. On- Les logiciels de sauvegarde vont permettre d'automatiser le processus et de réduire le risque d'oubli ou d'erreur humaine. C'est-à-dire que si je détermine qu'il faut que je fasse une sauvegarde toutes les semaines, par exemple, voilà, dans ma planification de sauvegarde, je dis qu'une sauvegarde toutes les semaines est suffisante. Eh bien, il ne faut pas que j'oublie. Et quand je suis en vacances, par exemple, ou je suis pris ou je suis en déplacement, eh bien, il faut quand même que la sauvegarde se fasse. Donc, la sauvegarde doit être automatisée. Ça ne doit pas être qu'une opération humaine. D'accord? Donc, elle doit pouvoir être planifiée. Vérifier l'intégrité des sauvegardes. On le dit jamais assez, mais une sauvegarde, on admet qu'elle est réalisée quotidiennement ou hebdomadairement, qu'elle est automatisée, que j'utilise la règle du 3-2-1. Mais quelquefois, le jour où j'ai besoin de la sauvegarde, c'est là que je m'aperçois que ma sauvegarde se fait mal, ou elle n'est pas intégrale, ou il n'y a pas tout dedans. D'accord? Et où elle ne peut pas être restaurée. C'est arrivé, hein, c'est du vécu. On pense que les sauvegardes sont bien faites, et puis on se rend compte que oui, il y a eu un nouveau logiciel d'installer, et puis ce logiciel n'a pas été inclus dans le plan de sauvegarde. Pourquoi? On ne le sait pas. On verra un peu sur l'organisationnel après, mais le fait de vérifier l'intégrité des sauvegardes, alors régulièrement, qu'est-ce qu'on met dans régulièrement? Tout dépend de notre objectif, mais au moins une fois par an, c'est quand même pas mal. Chiffrer les sauvegardes. Utiliser le chiffrement pour protéger les données sensibles lors du stockage ou du transfert. Je donne l'exemple, moi, d'une PME qui réalisait des sauvegardes, alors pas automatiques, elle faisait des copier-coller sur des disques durs externes. D'accord. Donc, c'est le patron de l'entreprise, hein, voilà, ils étaient trois et qui faisaient régulièrement, une fois par semaine, une copie sur un disque dur externe, qui l'emmenait dans sa sacoche chez lui pour sortir les données de l'entreprise. Très bien. 3-2-1. Alors, 3, je dirais pas 3-2-1, je dirais 3-1-1. Et il sortait les données de l'entreprise et puis il mettait ça dans sa sacoche, dans sa voiture. Puis un jour, il s'est fait voler sa sacoche dans sa voiture avec son ordinateur portable, etc. Les données, il m'a appelé, hein, pour me dire qu'est-ce qu'il devait faire. La première chose, effectivement, c'est porter plainte puisque c'est un vol. Mais la deuxième chose, c'est qu'il devait déclarer une fuite de données, hein, puisque les données, il y avait quand même toutes les données de son entreprise, y compris des données de fiches de paye de ses salariés, y compris des données personnelles, hein, des cartes d'identité, des permis de conduire, etc. Donc tout ça, c'était en clair sur un disque dur externe qui a été volé. Les données sont à l'extérieur, on ne sait pas qui les a volées, c'est un larcin, voilà, c'est peut-être pas ce qui a intéressé le voleur, mais en tout cas, les données sont sorties de l'entreprise et peuvent être diffusées librement, voilà, peuvent servir. On sait très bien ce qu'on fait avec une carte d'identité ou un RIB ou un permis de conduire. Enfin voilà. Donc c'est de la donnée personnelle et il a été obligé de faire une déclaration à l'ANSSI. Enfin, pardon, pas l'ANSSI, mais faire une déclaration et avertir ses salariés qu'il y a une fuite de données. Voilà. Moralité, on chiffre les sauvegardes quand c'est possible. Enfin, quand en tout cas elles sont en transit. Documenter les procédures de sauvegarde et restauration. Pourquoi ça? Alors, c'est-à-dire que le jour où on doit restaurer la sauvegarde, c'est là qu'on se rend compte que qui a une procédure pour restaurer les sauvegardes. Alors, dans la plupart des cas, vous avez un prestataire informatique qui, lui, est rodé sur le sujet. Mais la première question qu'il va vous poser, c'est où sont les sauvegardes? Enfin, où sont les sauvegardes? Est-ce que vous les avez stockées à l'extérieur, dans un coffre-fort, etc. Voilà, la procédure de restauration, on la connaît bien, nous, puisqu'on fait ça tous les jours, hein, pratiquement, restaurer des données et les sauvegarder. Mais si vous n'avez pas de prestataire informatique ou si vous êtes en interne seulement, il vous faut quand même une procédure. Enfin,
où sont les données, où sont les sauvegardes, qui les a, qui a la clé, et comment on fait pour les restaurer. Donc la procédure peut être rédigée à ce moment-là. Les contacts d'urgence, ça peut être tout simplement, ben voilà, en cas d'urgence, appeler le prestataire extrémité à tel numéro. Parce que voilà, moi je suis pas là, puis je suis peut-être en vacances, enfin le directeur est peut-être en vacances, celui qui s'occupe de ça d'habitude, et puis il n'est pas joignable. Conserver les sauvegardes hors site, c'est un peu un redit de la règle du 3-2-1, c'est pour ça que je l'ai mis en face. Stocker une copie de vos deux sauvegardes dans un emplacement distant ou dans le cloud pour protéger les sinistres, incendie, inondation, etc. Donc, on reparle encore une fois de la règle du 3-2-1, le 1 étant la sauvegarde externe. Je reviens un peu là-dessus. Avant, enfin, j'ai connu ce moment enfin, cette époque où on disait, ah, voilà, effectivement, on met une cassette de sauvegarde qu'on éjecte, qu'on met dans un coffre-fort qui est inifugé. Voilà, ça suffira. Ça suffit en général, hein, si le coffre-fort est inifugé, etc. Voilà. Aujourd'hui, les données sont trop importantes en termes de volume pour pouvoir se contenter de ça. D'accord. Donc, il faut les mettre hors site, enfin les débrancher du réseau en tout cas. Pourquoi les débrancher du réseau? Ben, c'est tout simplement en cas de cyberattaque où les données sont généralement chiffrées et les sauvegardes sont aussi chiffrées. Si la donnée est accessible sur le réseau, par le pirate, il va commencer par les chiffrer, hein. Voilà, ou les détruire en tout cas. Les sauvegardes seront détruites avant le chiffrement des données, avant que vous vous aperceviez de quoi que ce soit. Mettre en place des sauvegardes incrémentales ou différentielles, on va y revenir un peu après, pardon, sur ces notions d'incrémental ou différentiel. En fait, tout simplement, bah, même si aujourd'hui, en tout cas dans les Hauts-de-France, on a la chance d'avoir des réseaux fibres très très performants, des réseaux Internet très très performants, pas partout, mais en tout cas, on est plutôt bien bien lotis dans les Hauts-de-France. Les données à sauvegarder sont de plus en plus énormes en général, en règle générale. On traite de plus en plus de données, de photos, de vidéos, enfin ce genre de choses. Et effectivement, l'incrémental ou la différentielle va permettre, en cas de copie à l'extérieur, de pouvoir réduire le temps de sauvegarde, puisqu'on passe par les liaisons Internet quand on est en sauvegarde extérieure. Sécuriser les accès aux sauvegardes, restreindre les accès aux sauvegardes aux seules personnes autorisées, utiliser les mots de passe-fort et l'authentification multifactorielle. C'est un peu le pendant du chiffrer les sauvegardes, hein, parce que effectivement, je donnais l'exemple de ce chef de PDG de société qui s'est fait voler son disque dur. On restreint les accès aux sauvegardes, on met dans des coffres-forts, on met dans des zones qui sont, on y reviendra après, immuables. Réviser et mettre à jour le plan de sauvegarde régulièrement. Quand on vérifie l'intégrité des sauvegardes, je l'ai dit tout à l'heure, ça permet effectivement de se rendre compte quelquefois qu'on n'a pas toutes les données. Et le fait de réviser, mettre à jour le plan de sauvegarde, ça va permettre de pouvoir de pouvoir voir s'il nous manque quelque chose à la sauvegarde. Et les données évoluent, les logiciels évoluent, les besoins de l'entreprise évoluent. Donc le fait de réviser ça une fois par an au moins, c'est bien. Moi, j'ai l'habitude de dire, si vous avez le choix, sauvegardez tout, tous les jours. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, est-ce que je sauvegarde ma compta une fois par semaine et puis ma paye une fois par mois parce que j'en ai besoin qu'une fois par mois, voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire sauvegarder tous les jours, mais quelquefois, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des révisions de plan de sauvegarde. Incrémental, différentiel, je les confonds toujours, mais alors on peut dire incrémental ou incrémentiel d'ailleurs. En fait, une sauvegarde incrémentale, ça permet on fait une sauvegarde complète le premier jour et on va sauvegarder les jours suivants les modifications, seulement les modifications, seulement les fichiers qui ont été modifiés ou les VM qui ont été modifiés. Par exemple, le lundi, mettons dans mes données, j'ai 950 mégas de données à sauvegarder. C'est un exemple que j'ai pris, mais c'est plutôt souvent maintenant, on parle plutôt de téraoctets plutôt que de mégaoctets. Mais bon,
950 mégaoctets de données à sauvegarder. Euh, Lundi, je vais sauvegarder toutes les données. Le mardi, bah, il n'y a que 100 mégas qui ont été modifiés. Je vais sauvegarder les 100 mégas qui ont été modifiés. Le mercredi, 200 mégas, etc. D'accord? Si vous regardez bien un petit peu dans cette stratégie de sauvegarde incrémentale, bah, le jour où j'ai un crash, mettons j'ai un crash ici le vendredi, eh bien, je vais devoir restaurer mes sauvegardes si je veux restaurer au vendredi. Enfin, j'ai un crash le samedi, allez, j'ai un crash le samedi matin. Ma sauvegarde du vendredi soir s'est bien passée et est complète. Eh bien, je vais devoir restaurer ma sauvegarde du lundi, puis bah, toutes les données qui ont été modifiées le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. D'accord? Donc, toutes les modifications de données qui ont été faites. Donc, j'ai plusieurs restaurations à faire. Fort heureusement, les logiciels de sauvegarde automatisent ça maintenant plutôt bien. En tout cas, certains logiciels de sauvegarde dont on va parler après. Mais le temps de restauration sera plus long que dans le cas d'une différentielle où là, effectivement, dans le même cas. Je sauvegarde tout le lundi. Le mardi, je sauvegarde la différence. Le mercredi, je sauvegarde la différence du mardi et du mercredi. Le jeudi, du mardi, du mercredi et du jeudi, etc. Si j'ai un crash le vendredi soir, d'accord, je vais devoir utiliser ma sauvegarde du lundi et ma sauvegarde du vendredi pour pouvoir restaurer l'intégralité de mes données à vendredi soir. Voilà. C'est la différence entre l'incrémental et la différentielle. Il y a des avantages dans les deux. L'incrémental consomme moins de données à sauvegarder, consomme moins de bande passante pour sauvegarder à l'extérieur. La différentielle permet de restaurer les données beaucoup plus rapidement. Donc là, on va être dans le cadre du RTO, Recovery Time Objective. Zoom sur la sauvegarde immuable. La sauvegarde immuable, j'ai pris la définition d'immuabilité. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'immuabilité? Qui par nature n'est pas sujet au changement et demeure identique à soi-même, qui demeure inchangé, ne subit pas ou ne paraît pas subir de modification par un temps relativement long. Ainsi, la bleue immuable. Dans la sauvegarde, qu'est-ce que c'est que l'immuabilité? Eh bien, l'immuabilité, c'est-à-dire que je vais, dans le cas d'une sauvegarde cloud, par exemple, je vais mettre ma sauvegarde à l'extérieur, donc dans le cloud, euh, sur un stockage, d'accord, qui va être donc accessible. Il est toujours accessible le stockage. Vous êtes d'accord avec moi que c'est le cloud, la sauvegarde se fait la nuit. Pendant le temps qu'il copie les données sur le cloud, d'accord, dans l'espace de stockage, eh bien, la sauvegarde est accessible et la sauvegarde est en permanence accessible. Sauf que si on veut avoir une sauvegarde hors site et déconnecté du réseau, enfin déconnecté de la source de la sauvegarde, eh bien, il va falloir à un moment donné que je la débranche. Si je débranche un disque dur et je le mets dans mon sac ou je le mets dans mon coffre-fort, elle devient immuable. Pourquoi? Parce que tant que je ne touche pas au disque dur, elle est immuable. Tant que je ne touche pas physiquement, en tout cas, elle est immuable. Tant que je ne branche pas, elle est immuable. Elle ne peut pas être corrompue puisqu'elle est débranchée. Et ben dans le cloud, c'est pareil. Il y a des stockages cloud où on dit, bah voilà, ce qui est déposé là à un instant T, il va être immuable pendant un temps donné, une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, 7 journées. Enfin voilà, il va être immuable. C'est-à-dire que rien ne pourra le changer. D'accord? C'est une garantie, c'est un scellé. D'accord? Personne ne pourra, même l'éditeur sur lequel vous déposez vos fichiers ne pourra pas le supprimer. D'accord? C'est impossible. Allez, on va parler un petit peu d'outils en reprenant nos différents items planifiés, chiffrés, vérifier l'intégrité, gestion incrémentale différentielle, automatisée et 3-2-1. Il faut un logiciel de sauvegarde qui gère ça, d'accord? On a bien dit, hein, la sauvegarde de copier-coller sur un disque dur, c'est largement insuffisant. Il va falloir un logiciel de sauvegarde. Il y en a plusieurs qui permettent de faire ça, hein. Il y a plusieurs éditeurs de logiciels de sauvegarde. À l'extrémité, on utilise Vim Backup. Vim Backup et réplication, c'est celui qu'on met chez tous nos clients, qui est, enfin, on va dire, qui est suffisamment performant pour faire tout ça et enfin, de pouvoir restaurer très très facilement. D'accord?
On peut planifier, on peut vérifier l'intégrité, on peut chiffrer pour répondre à la question de Monsieur Merseman qui est dans le chat. Oui, Vim peut chiffrer les données, effectivement, avec une clé. Gestion incrémentale et différentielle, automatisée et la règle du 3-2-1. Vim Backup, lui, il est là pour faire tout ça et il va sauvegarder vers des. J'ai l'habitude de dire que Vim Backup est agnostique au matériel, c'est-à-dire qu'il va prendre les données, toutes les données, et puis il va les sauvegarder, on lui dit. Il va pouvoir les sauvegarder sur un disque dur externe, il va pouvoir les sauvegarder sur un NAS, par exemple. Il va pouvoir les sauvegarder, pourquoi pas, sur une clé USB. Bon, voilà, c'est assez rare quand même. Il va pouvoir les sauvegarder sur le cloud. D'accord? Donc, il est agnostique. Il est compatible avec beaucoup de périphériques. Enfin, voilà, n'importe quel disque dur USB va être compatible tant qu'il est reconnu. Il va être compatible avec beaucoup d'éditeurs du cloud. D'accord? Donc, Vim, on peut lui dire, bah, sauvegarde mes données à l'extérieur dans le cloud. Maintenant, on réfléchit à la sauvegarde aux autres items. Hors site et sécuriser les accès. Sécuriser les accès, ça veut dire aussi les rendre immuables. D'accord, on en a parlé tout à l'heure. Et 3-2-1, là, le 3-2-1, je l'ai mis au milieu. Jusqu'à maintenant, Vim était compatible avec des stockages, ce qu'on appelle S3, S3-like, Amazon notamment. C'est-à-dire que les clients qui nous demandaient jusqu'à maintenant, moi j'ai besoin effectivement, le 3.2.1 je connais, voilà, je ne peux pas me permettre de débrancher un disque dur tous les jours et puis de le mettre dans un coffre-fort ou le mettre dans ma mallette, même s'il est chiffré. Enfin voilà, j'ai pas l'organisation pour faire ça. Je veux de la sauvegarde externe, on mettait ça chez Amazon. D'accord. C'est-à-dire que il fallait prendre sa carte bleue, prendre un stockage Amazon S3. Ça veut dire que c'est stocké aux États-Unis, Amazon. Hein, on ne sait pas trop où c'est stocké, mais si c'est stocké aux États-Unis. Ça veut dire des problèmes peut-être de latence, ça peut être des problèmes de facturation aussi. Hein. Quelquefois, on ne sait pas trop comment Amazon nous facture, c'est du dollar, etc. Voilà, il y avait beaucoup d'interrogations avec ça. On l'a mis en place chez un certain nombre de clients, hein, ça c'est pas un souci, ça marche très très bien. Il y avait un petit problème d'immuabilité quand même, c'est-à-dire qu'on n'était pas trop sûr de l'immuabilité de la sauvegarde chez Amazon. C'est assez étanche. Et puis, quand on leur posait la question, de toute façon, c'est Amazon, hein, donc c'est la big compagnie. Voilà. Vim a travaillé sur le sujet et a travaillé avec d'autres éditeurs. Vim est une entreprise internationale, hein, donc, et puis ils ont bien compris qu'en Europe, nous, on a besoin de stocker nos données en Europe, c'est beaucoup mieux. Parce qu'il n'y a pas il y a pas vraiment de cloud souverain en fait en France, mais il y a des éditeurs qui sont démarqués. Et il y en a un en particulier qui est allemand, qui est Wasabi. Alors Wasabi, rien à voir avec l'épice qu'on met avec les sushis. Hein. Je ne connais pas en tout cas, je ne sais pas pourquoi ils se sont appelés comme ça. Toujours est-il qu'ils s'appellent Wasabi, c'est facile à retenir. Le Wasabi propose un stockage cloud, d'accord, en Europe. Wasabi est une entreprise allemande à l'origine, mais ils ont des data centers en France et en Allemagne. Je crois aussi en Espagne maintenant. Mais en tout cas, les données françaises sont stockées en France on peut choisir, mais en gros, ils sont stockés en France et en Allemagne, et répliqués en Allemagne plus exactement. Et donc voilà, ça permet de faire des sauvegardes. Et Wasabi est parfaitement compatible avec l'immuabilité. C'est-à-dire qu'un stockage Wasabi, on peut lui dire, cette sauvegarde-là, elle va être immuable pendant 7 jours, par exemple. D'accord. Ça ne sert à rien de mettre des sauvegardes immuables sur 1 mois, sur 2 mois, 3 mois. En général, on a besoin de. Quand on est là, hein, d'accord, dans la règle du 3-2-1, quand on est à devoir restaurer nos sauvegardes qui sont stockées à l'extérieur, c'est que nos sauvegardes qui sont stockées à l'intérieur d'entreprise sont plus viables. On ne peut plus en avoir confiance parce qu'ils ont été chiffrés. Ou, voilà. Quand on est là, c'est-à-dire qu'on on va pouvoir restaurer de la donnée chaude. Hein. C'est de la donnée qui a été sauvegardée très très récemment. Ça ne sert à rien d'avoir une immuabilité, bien que ce soit possible, hein, sur 1 an. D'accord. Donc,
Wasabi permet d'avoir un espace de stockage compatible avec Vim qui est sécurisé, qui est hors site et qui est aussi immuable. Documenter, réviser et mettre à jour le plan, hein. On retrouve donc nos deux derniers items. Pour ça, eh bien, il y a pas de logiciel miracle, hein. Il y a juste à faire des procédures et à les tester. D'accord? Certains clients nous demandent de venir réviser, mettre à jour le plan de maintenance, de venir faire un test de restauration, quelquefois grandeur nature. D'accord? C'est-à-dire que bah, ils nous achètent une prestation pour ça ou on le fait dans le cadre de leur contrat, enfin, à voir selon les cas. En tout cas, on vient avec un serveur sous le bras, bien évidemment, bien souvent. On vient avec un serveur sous le bras, on met en parallèle du système d'information distante, il ne faut pas le couper, hein, tout simplement. On fait vraiment un test de restauration grandeur nature. On restaure les données, qu'elles soient dans le cloud ou bien sûr, ça va être beaucoup plus long de restaurer des données du cloud, mais qu'elles soient locales ou dans le cloud. Et on restaure les données, on redémarre le système d'information et on voit si on a toutes les données. Si déjà on peut le restaurer d'une manière cohérente. Si on a les données qu'on souhaite, si on a toutes les données et on fait un test, on peut brancher une machine, voir un peu comment, comment les données, si les données sont vraiment sauvegardées, si on a accès, si on n'a pas de problème, ce qui permet de documenter quelquefois, dire, ah bah tiens, il manque ça, voilà, on va pouvoir le rajouter. Donc si on a un bon logiciel de sauvegarde avec un bon stockage cloud qui est immuable et qu'on fait les tests de restauration, au moins, moi j'ai l'habitude de dire une fois par an, c'est bien suffisant dans la règle générale, sauf si on change le système d'information en cours de route, hein, bien sûr, mais on va pouvoir être serein là-dessus. Je, je fais un petit, rien à voir avec la sauvegarde, mais si quand même. Je fais voir toujours cette diapositive là parce que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, on a eu l'honneur de faire un séminaire avec eux le mois dernier avec le CICERT. Le CICERT, c'est le centre de réponse sur incident des centres de réponse sur incident. Il y a un CICERT qui est ouvert dans les Hauts-de-France, d'accord? En fait, c'est l'antenne locale en fait de l'ANSSI en fait finalement. C'est en gros ce numéro-là, retenez-le, enfin retenez-le pas forcément, mais voilà, si vous avez un incident de cybersécurité et que vous voulez être conseillé, si vous tapez CSIRT HDF hein, sur Internet, vous allez avoir un numéro tout de suite, d'accord? C'est pour signaler un incident de sécurité. D'accord, vous ne savez pas comment faire, votre prestataire est injoignable, vous avez vos données qui sont chiffrées, quelles sont les règles de bonne pratique? On en a déjà parlé de ces règles de bonne pratique. Je vais les rappeler. Mais en tout cas, ils vont vous accompagner et vous trouver un prestataire aussi, peut-être si vous n'en avez pas, qui va être capable de vous épauler peut-être sur la reprise sur incident. Extrémité fait partie des prestataires du CSIRT, donc ils peuvent nous appeler pour répondre à des incidents. Mais au moins, ils vous donnent les premiers conseils. Je rappelle toujours le premier conseil parce que souvent c'est la panique, hein, le jour où ça arrive, on ne sait pas quoi faire. Bon, il y a un numéro de téléphone. Moi, ce que je dis toujours, c'est attention, vous avez un incident de sécurité, vous ne savez pas, n'éteignez pas vos machines, surtout, surtout, surtout. C'est le mauvais réflexe qu'on a. On éteint la machine et on se dit, ouf, ça va passer au moins, enfin, on espère que ça va passer. Non, on n'éteint pas la machine. On débranche le réseau, d'accord? C'est-à-dire qu'on débranche le switch, le Wi-Fi, tout ce qu'on veut, d'accord? Mais les machines restent allumées. Pourquoi? Pas parce que si vous éteignez les machines, dans le cas de réponse sur incident, eh bien, on détruit les traces. D'accord? C'est-à-dire qu'il est trop tard en général, hein, c'est déjà chiffré, etc. Mais on détruit les traces, c'est-à-dire on s'enlève, hein, c'est un peu comme une zone de crime qui a été piétinée. On ne peut pas faire des expertises avancées derrière. Donc, je rappelle à chaque fois, avant de penser à restaurer les sauvegardes, à appeler le prestataire, etc., on débranche le réseau, on appelle son prestataire, on appelle le CSIRT, et puis après, on commence à s'interroger pour comment je vais restaurer les sauvegardes, etc. D'accord. Vous êtes les prestataires de sécurité sont là aussi pour ça. Mais la première chose que va vous demander le CSIRT aussi, c'est est-ce que vous avez une sauvegarde? Est-ce que vous avez une sauvegarde valide? Est-ce que vous avez une sauvegarde déconnectée du réseau?
Voilà, c'est la première chose qu'ils vont vous poser comme question, enfin l'une des premières choses. Après, vous allez dire de est-ce que vous avez débranché. Voilà. On est à peu près dans les temps, oui, on est dans les temps pour une fois.